Bonjour. La presse nationale gabonaise vous remercie d'avoir accepté cet entretien qui va durer 50 minutes. Elle va vous entretenir sur les questions brûlantes de l'actualité de l'heure au plan national et international. À mes confrères, dans sa volonté permanente et son engagement farouche à faire respecter la souveraineté du peuple gabonais, le président Jean Ping est à votre disposition pour débattre avec lui des 3 thèmes qui ont été retenus, à savoir la résolution qui a été prise par l'Union européenne à Strasbourg, les dialogues, un qui a été largement préparé et médiatisé, et l'autre qui est en préparation. Et ensuite, les perspectives à venir sur le plan social, économique et culturel de notre pays. Encore une fois, Monsieur le Président, merci. Chaque thème a 15 minutes, c'est-à-dire 15 de chaque, et la conclusion prendra 5 minutes. En termes d'ouverture, Yves-Laurent Gaumont. Merci, Monsieur le Président. Je vous pose ces questions au nom de GabonActu.com, qui est un journal en ligne gabonais. Monsieur le Président, au lendemain de l'adoption, juste après l'adoption de la résolution de l'Union européenne, on vous a entendu vous féliciter dans une radio étrangère de cette adoption. Quelques jours plus tard, est-ce que vous vous félicitez toujours? Je vous partage ces réactions. Il y en a qui ont dit que cette résolution est pourtant un échec cuisant de votre diplomatie, car les parlementaires européens n'ont pas été aussi fermes que l'ont été l'ONU et la CEDEAO pour le cas de la Gambie. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes dans des situations qui sont très différentes. En Gambie, comme vous le savez, il y a la CEDEAO qui marche. Et la CEDEAO marche mieux que l'Union africaine. Et dès qu'une crise se déclenche, la CEDEAO se met en mouvement, travaille. Vous avez vu qu'en Gambie, immédiatement après, il y avait des bateaux nigériens au large de la Gambie, des Alpha Jets qui sillonnaient le ciel de la Gambie, et l'armée du Sénégal avait encerclé la Gambie. Et le représentant de l'ONU là-bas s'est déclaré. Vous voyez, s'est déclaré en faveur de M. Barrot. Les situations sont très différentes ici. Ce qui est sûr, Laurent Goma, ce qui est sûr, c'est premièrement que l'Union européenne, l'UE, n'est pas tombée du ciel ici. L'UE a été appelée par le gouvernement, par Ali, et a signé avec Ali un accord. C'est en vertu de cet accord que l'UA est venue ici, faire le travail qui devait être fait. Et puis, une résolution que vous connaissez a été adoptée. Cette résolution reconnaît clairement que c'est moi qui ai gagné les élections. Je suis légitime et qu'Ali est illégitime. Je ne sais pas si vous pouvez trouver mieux que ça. Pour l'autre conséquence, c'est que vous entendez Billy Lindsay menacer l'Union européenne, vous entendez Billy Lindsay vociférer, vous entendez les parlementaires pousser des cris d'orfraie, vous entendez ici et là des gens qui s'offusquent de la résolution de l'Union européenne. S'ils s'offusquent, c'est que c'est eux qui ont des problèmes, pas moi. Monsieur le Président, toujours réagissant à cette adoption, vous avez dit sur une radio étrangère, RFI pour ne pas la citer, que le peuple disait qu'il ne vous entendait pas, il ne vous voyait plus. Et vous avez dit que vous allez sortir, vous allez occuper la rue. Est-ce que, à l'occasion de cette interview, vous pouvez lancer un message un peu plus clair? Quelle est votre stratégie
pour vous installer au pouvoir, quand vous dites que l'Union européenne a reconnu que c'est vous le président de la République élu après les élections du 27 août? Vous savez que nous avons tenu un dialogue, nous. Au cours de ce dialogue, nous avons le déroulé complet de notre action. En commençant par, justement, les questions de nos partenaires internationaux, que nous avons continué à respecter. L'Union européenne fait partie de ces partenaires internationaux. Et nous avons dit que, à partir de là, nous avons un déroulé que vous devez connaître. Nous avons en place tout ce qu'il faut. Nous avons un programme de gouvernement qui a été adopté, qui est clair. Nous avons les organes que nous avons mis en place. C'est-à-dire que nous pouvons gouverner immédiatement. Nous pouvons gouverner immédiatement. Qu'est-ce qui manque? Pardon? Qu'est-ce qui manque? Mais les bandits qui nous empêchent de prendre notre place. Vos amis là, qui tournent en rond, qui ont non seulement, d'après la résolution, qui sont illégitimes, qui ont triché, et qui ont été pris la main dans le sac, ce qui est très grave. Vous voyez, ils sont là, ils gouvernent par la force. On tue les gens tous les jours, on ne peut pas manifester, on ne peut pas bouger, on assassine les gens tous les jours. Les charniers sont découverts tous les jours. Voilà. Mais nous avançons. Nous avançons. Je peux vous dire que nous avons notre déroulé et nous le suivons sans problème, sans se préoccuper des gesticulations et des manœuvres des autres. Merci. Une autre question? Vous présentez? Monsieur le Président, Morel Mounjo du site d'actualité Gabon Media Time. En parlant de la résolution adoptée par le Parlement européen, il ressort que celle-ci n'est pas contraignante. Il reviendra donc en principe au Conseil européen de valider ou non celle-ci. Êtes-vous rassuré quant à la suite de cette procédure? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si vous n'êtes pas rassuré, c'est que vous ne voyez pas comment le système fonctionne. La résolution a été adoptée par 553 voix pour, 563 voix pour et une soixantaine de voix contre. C'est-à-dire qu'elle a été adoptée très majoritairement. Et dans cette résolution, ce sont des parlementaires. Et les parlementaires votent par groupe. C'est-à-dire que les socialistes, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, ils votent comme ça. Les gens de Madame Le Pen, qui sont là-bas, avec tous ceux de la droite, votent aussi avec la droite. Ça veut dire que les parlementaires européens qui votent là, ils sont en liaison avec leur propre gouvernement. Ça veut dire que c'est clair que la résolution sera adoptée. Partenaire Inyumba. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Partenaire Inyumba de la radio-télévision Nazareth. Les observateurs de la vie politique gabonaise s'étonnent de l'espoir investi par l'opposition gabonaise sur l'Union européenne et se demandent qu'aurait fait l'opposition si le gouvernement n'avait pas invité l'Union européenne à observer cette élection présidentielle. Mais le gouvernement a invité l'Union européenne, comme je viens de vous le dire, à observer l'élection. En 2009, l'Union européenne n'avait pas été invitée à observer les élections. Vous avez vu comment les Gabonais se sont comportés en 2009. Ça veut dire que, observation ou pas observation, nous prenons notre destin en main. C'est clair? Une autre question? Merci, Monsieur le Président. Déborah Eco du Nord. Monsieur le Président, vous vous êtes dit satisfait des résolutions de l'Union européenne. D'une part, parce qu'elles confortent votre position en tant que président élu des Gabonais. Et d'autre part, vous avez rappelé au peuple gabonais qu'il ne fallait pas tout attendre de la communauté internationale. Qu'entendez-vous concrètement par cela? Et ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que la résistance est arrivée à bout de force? D'abord,
nous pensons que la communauté internationale doit être respectée. Nous vivons dans un monde où personne ne peut plus rester caché dans son coin. Ce qui se passe à l'autre bout du monde est vu en direct partout, grâce aux médias. Donc, avec la mondialisation, avec le partage des valeurs que nous avons, on ne peut pas rester caché. On ne peut pas rester à l'abri, s'enfermer comme on le constate. Donc, nous allons suivre la communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale, nous avons respecté tout ce que vous nous avez demandé de faire. Même lorsque nous étions convaincus que ce n'était pas la bonne direction. Comme lorsqu'on nous a demandé d'aller à la Cour constitutionnelle. Nous savions déjà que la tour de Pise était penchée définitivement, mais nous avons quand même accepté les propositions de la communauté internationale. La communauté internationale a vu ce qu'elle a vu. Donc, elle doit prendre ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que nous comptons uniquement sur la communauté internationale. Nous allons prendre nos dispositions et nos responsabilités. Et je vous disais tantôt que nous avons un problème de rapport de force lorsque le droit ne passe plus, lorsque la situation est bloquée, comme c'est le cas, à perpétuité. La tour de Pise a décidé que le pouvoir doit rester toujours au sein d'une famille et l'armée, les milices, décident que si vous bougez, on vous tue. Donc c'est bouché. Si c'est bouché, il faut qu'on prenne d'autres voies. Et nous allons les prendre. Lesquels? Vous allez voir. Lesquels? Les rapports de force. Alain Mwanda. Merci, Monsieur le Président. Alain Mwanda du quotidien en ligne de Mon Review. Monsieur le Président, on l'a entendu et on l'a encore entendu. 2016 ne sera pas 2009. Et pourtant, à y regarder de près, ça commence à y ressembler. L'espoir placé en l'Union européenne rappelle un peu l'appel forcé d'André Mbarba à l'ONU avec son exil forcé au PNUD. Vous ne trouvez pas que les ingrédients ou les indicateurs sont un peu les mêmes? Allez demander en face. Allez demander ce qui se passe en face. Allez regarder ce qui se passe en France. Ils tremblent. En 2009, ils ont commencé à vouloir massacrer, tuer. Ils considéraient qu'ils avaient la force pour pouvoir s'imposer. Maintenant, ils tremblent. Ils savent qu'ils ne s'imposeront pas. Ils savent qu'ils ne réussiront pas. Ils savent que le peuple gabonais est décidé et aller jusqu'au bout. Christo Yamin. Merci, Monsieur le Président. Christo Yamin du quotidien de l'Union. Monsieur le Président, j'ai deux petites questions sur ces résolutions de l'Union européenne. Vous savez que c'est un sujet qui incite beaucoup à dire. La première question est de savoir, est-ce que vous pensez que la France est en train de lâcher le pouvoir en place petit à petit, étant donné que si la France n'avait pas donné son accord, ces résolutions n'allaient pas être prises? C'est la première question. La deuxième est de savoir, d'aucuns disent que ces résolutions tendent à mener à un dialogue que va organiser le président Ali Bongo, et ce dialogue, vous devez y participer. Est-ce que vous persistez, comme vous avez dit récemment, que vous ne participez pas à ce dialogue? Bon, je pense d'abord que la France fait partie de l'Union européenne. La France fait partie de l'Union européenne avec ses diverses composantes. Je vais vous expliquer comment on vote au sein du Parlement, par groupe. Les socialistes français, les socialistes allemands, les socialistes votent ensemble, etc., etc. Donc la France est engagée dans ce processus. La France fait partie de l'Union européenne. Elle ne peut pas se dissocier d'une décision de l'Union européenne. Ça, pour moi, c'est absolument clair et évident. En dépit des observations que vous pouvez entendre par-ci, par-là. Parce que la France est multiforme.
les réactions de Le Pen ne peuvent pas ressembler à celles de Macron ou à celles de Fillon. Donc, c'est ça la France aussi. Nous parlons avec tous les acteurs, les Français, de gauche, de droite, du centre. Nous parlons avec eux. Nous plaidons notre cas. Nous plaidons notre cause. Et ce qui compte, c'est le résultat. Nous venons d'avoir 553 voix pour, 553 voix pour, 60 contre. C'est ça. Et le dialogue? Alors, le dialogue, il y a des dialogues. Nous avons tenu notre dialogue. Vous connaissez les conclusions de notre dialogue. Ces conclusions sont claires, y compris la question que vous avez posée, quelle est votre feuille de route? Cette feuille de route était parfaitement déclinée pendant ce dialogue, et nous le suivons pas à pas. Nous le suivons pas à pas. Maintenant, vous parlez du dialogue de l'imposteur. Pour tenir un dialogue du genre de celui qu'ils proposent, ils veulent que nous y soyons tous. C'est clair, vous savez que la population gabonaise ne veut pas de ce dialogue et surtout ne veut pas que nous y participions. Ils disent clairement que si M. Ping va à ce dialogue, c'est qu'il a trahi et nous viendrons brûler chez lui. Moi, je suis en harmonie totale avec la population gabonaise, donc je n'irai pas à ce dialogue. C'est clair? Je n'irai jamais à ce dialogue. Bon, ils le savent d'ailleurs. Alors, ils essayent tout autour d'aller chercher du monde, d'aller à la pêche, et ils disent qu'ils ont je ne sais pas combien de partis avec eux. Qu'ils prennent tous les partis qu'ils veulent. Ils disent 50, qu'ils laissent 60 ou 100, qu'ils prennent tous les partis qu'ils veulent. Nous sommes là. Nous n'irons pas au dialogue. Et l'équipe qui est avec nous ici est claire. Nous n'irons pas à ce dialogue. Et il ne donnera à rien, je peux vous le dire. Absolument à rien. Bénitien Bouchendi. Bonjour Monsieur le Président, Bénitien Bouchendi de l'hebdomadaire La Loupe. Alors, Monsieur le Président, après la publication du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, les Gabonais attendaient beaucoup de la somme des résolutions qui ont été prises. Cette somme que le peuple qui vous soutient croyait sanctionner le pouvoir d'Ali Bongo au point de le faire tomber n'a malheureusement fait que le salir en boudant sa légitimité. À croire qu'il est toujours au pouvoir et vous hors du palais de bord de mer. Alors comment envisager l'avenir de part et d'autre avec un Ali Bongo sali, un Jean-Ping renforcé et une population gabonaise complètement traumatisée? Vous venez vous-même, la réponse à votre question figure dans la question. Vous venez d'expliquer clairement ce qui se passe et vous voyez quelqu'un que les Gabonais ne veulent plus voir. Les Gabonais ne veulent plus le voir. C'est évident. Vous tournez en rond, c'est comme ça. Quelqu'un qui, pendant que le pays sombre, pendant que la misère, pendant que le chômage frappe, vous dansez. Vous organisez une affaire de bateau de course, et après, vous organisez une canne, et après, vous organisez la canne, la coupe à Missa, et puis après, vous organisez la canne des jeunes, et puis vous préparez pour 2018 la coupe africaine du handball. Mais vous pensez que ces hommes sont normaux? Pensez-vous que ces hommes sont équilibrés? Pendant que le pays se noie, vous dépensez des milliards à organiser la fête. Vous savez, cher monsieur, si vous allez aujourd'hui au Port-Moll, vous allez voir qu'on écaille les poissons.
Et il y a des gens qui viennent ramasser les viscères des poissons, les restes, pour aller bouillir et sentir le goût du poisson pour vivre. Ce qu'on jette, ce n'est plus la pauvreté, c'est la misère. Ils vont fouiller dans les poubelles. Au marché d'Ouloumi, c'est la même chose. Partout, c'est la misère. Le constat est là, c'est la misère. Ce n'est plus la pauvreté, c'est la misère. Le chômage, on ne travaille plus. Pendant ce temps, vous vous amusez. Vous dansez. Avec l'argent du peuple, avec l'argent du contribuable gabonais. Mais, diantre, où sommes-nous? Yves-Laurent Goma. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur la résolution de l'Union européenne. Monsieur le Président, j'ai vu ce commentaire sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait Jean Ping se félicitait d'un parlement hors africain qui veut sanctionner son propre pays. Est-ce que ce monsieur se rend-il compte qu'il piétine les valeurs africaines qu'il défendait lorsqu'il était président de la Commission de l'Union africaine? Est-ce que vous vous êtes trompé ou vous dites que c'est lui qui s'est trompé? Évidemment, vous savez, vous avez vous-même la réponse, il se trompe lourdement. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui ai signé des accords avec l'Union européenne. Ces accords datent du début de l'indépendance. Vous avez eu nos partenaires, nos anciens maîtres, quand ils nous ont donné les indépendances, ils ont signé des accords avec nous. C'était Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2, jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui à Cotonou, les accords de Cotonou. Ces accords prévoient des engagements qu'eux ils prennent vis-à-vis de nous et que nous prenons vis-à-vis d'eux. Et vous voyez un monsieur qui déclare, le porte-parole, Billy, qui va sortir de ça. Chiche. Chiche qu'il sorte. On va voir. Chiche qu'il sorte. Ma deuxième question, c'est, permettez-moi, sur le dialogue, puisqu'on avait déjà amorcé la question. Non, pas sur le dialogue, on va entamer tout de suite, parce que le premier quart d'heure a été déjà épuisé. Maintenant, on va amorcer le deuxième thème sur le dialogue. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez dit vous n'irez jamais à un dialogue avec M. Ali Bongo. On a noté que vous avez organisé le vôtre. Le président Ali Bongo est en train de s'activer à organiser aussi son dialogue. Est-ce qu'au finish, on ne pourrait pas se retrouver dans le cas de la République démocratique du Congo, où il y a eu un premier dialogue, un deuxième, et une institution indépendante qui vient comme pour réconcilier tout le monde? Est-ce que vous êtes partisan de cette solution? Quelle est cette institution? La CENCO, pour ne pas la citer. Qui vient, je lui dis, quelle est cette institution qui vient organiser? C'est qui? En RDC, il y a l'Union africaine qui a organisé une partie du dialogue, et voilà qu'à l'intérieur du pays, ils ont trouvé l'autorité morale qui est l'Église pour organiser ce dialogue. L'autorité morale existe ici. Pourquoi elle ne s'est pas présentée depuis très longtemps? Elle s'est rangée dans un camp. Et donc, nous vous disons, nous tirons les conclusions que nous allons tirer. On ne peut pas trouver une solution dans un pays qui fonctionne comme il fonctionne. Nous sommes prêts. Si on nous dit que nous devons parler avec le camp en face pour organiser la transition, la passation de service à celui qui a gagné, nous sommes prêts à donner toutes les garanties nécessaires pour que les gens qui ont perdu le pouvoir puissent partir en sécurité avec leur famille, avec leurs biens, avec les gens qui les entourent. Nous sommes prêts à examiner cette situation-là. Si c'est ça un dialogue, pour voir les conditions de transfert du pouvoir pacifique. Pourtant, il y a votre fidèle ou le membre de votre coalition, Louis Gaston Maïla, qui a dit le dialogue entre les membres d'un seul camp n'est pas un dialogue. Lui, il proposait ça en votre présence, un dialogue sous l'égide de l'ONU, qui noterait les avancées, les points de blocage et qui proposerait les sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas l'accord conclu après le dialogue.
Je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. L'ONU, ce n'est pas le monsieur qui est ici, c'est l'ONU. Il ne représente que l'ONU. Et donc, s'il y a un dialogue organisé par l'ONU, ça veut dire qu'il y a une résolution qui a été votée là-bas, à l'ONU. Partout ailleurs, vous avez vu que lorsqu'on organise quelque chose, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision et mandate quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir naviguer ici et faire son petit jeu et qui va nous dire que l'ONU est là. Vous comprenez? Moi, je vous le dis clairement que un dialogue est quelque chose de sérieux. Si Louis Gaston Maïla, que vous avez cité, veut aller au dialogue, c'est son problème. C'est son problème à lui. Ce n'est pas le mien. Il verra comment il va échouer. Donc, je n'ai pas de problème. Partenaire Inyumba. Monsieur le Président, Frédéric de Klerk et Nelson Mandela étaient pourtant radicalement opposés, mais ils ont fini par s'attendre sur un minimum commun pour créer la nation arc-en-ciel. Cette leçon de l'histoire ne pourrait pas servir au Gabon? Absolument. Pourquoi ne pas s'entendre alors avec Ali Bongo pour aller pour un dialogue? Je viens de vous dire, Mandela s'est entendu avec de Klerk pour qu'ils partent. Je suis prêt à m'entendre avec eux pour qu'ils partent. C'est simple. Autrement, Mandela est resté 27 ans en prison. Tant que la condition n'était pas réunie, redonner la souveraineté au peuple, il n'a pas accepté un dialogue. Il l'a accepté qu'à partir du moment où le pouvoir avait accepté de laisser la voix au peuple et à la majorité du peuple. Je suis prêt à ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Lorsque nous vivons dans un même pays, on ne peut pas vivre ensemble simplement en ressassant les haines. Il faut à un moment donné pouvoir parler clairement. Mais ce n'est pas en confisquant le pouvoir par la force, en tuant, en massacrant comment on appelle ça, les fosses communes. On les découvre tous les jours. Et vraiment, vous croyez qu'un monsieur peut comme ça, parce qu'il a la force, massacrer tout un peuple et dire qu'on va s'asseoir dessus, on va dialoguer? Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je rappelle que nous restons toujours dans le cadre du dialogue. Absolument. Donc, Chris Roya. Oui, Monsieur le Président, je vais revenir sur votre dialogue que vous avez organisé. Il y a peu de temps, je viens de faire quelques contrées de l'intérieur du pays. Vos partisans ne savent pas quelles sont exactement les résolutions de ce dialogue. Pourquoi cette communication ne passe pas jusqu'à l'intérieur du pays? Oui, il y a... c'est une question importante. Il y a deux explications à cela. D'abord, les médias sont confisqués par l'État. Tout ce que nous faisons ne va pas à l'intérieur parce que les médias publics ont été confisqués par les voyous, les mêmes voyous, qui pillent, qui tuent, qui gouvernent par le fer, le sang et le feu. On ne peut pas nous entendre à l'intérieur du pays. Donc, nous devons utiliser des moyens différents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons acté à l'époque que nous devions faire le tour des capitales du Gabon pour expliquer non seulement les conclusions de notre dialogue, pour expliquer aussi notre feuille de route et pour que la population, en raison du silence des médias, ne se dise pas « mais Pingueou, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Pinga Ruweni, Pinga Joya, Pinga Denver, Pinga... » Ben, justement, Monsieur le Président, où en est ce projet aujourd'hui? Non, je vous dis, notre déroulé est là. Nous allons donc effectuer, pour expliquer tout ce que je viens de vous dire,
pour pallier l'insuffisance de la couverture médiatique, nous allons aller sur place. Ça fait partie du déroulé de notre programme d'action. Qu'il s'agisse de Libreville, qu'il s'agisse de l'intérieur du pays. Nous ne nous occupons pas des danseurs, nous ne nous occupons pas des gens qui ne pensent qu'à utiliser l'argent de l'État pour s'amuser. Nous faisons notre travail. Alain Mwanda. Oui, Monsieur le Président, je reviens. Au terme de votre dialogue, vous avez, on va dire, lâché une bombe en disant que c'était l'OCAM qui annonçait la tempête. Cette tempête, c'est la résolution de l'Union européenne, simplement. Mais non. La résolution de l'Union européenne fait partie du processus. Je vous ai dit que nous avons passé des accords internationaux. Et ces accords qui sont là, Cotonou, ce que l'Union européenne veut faire, parce que c'est inscrit dans les accords que nous avons passés avec eux, mais ce n'est pas l'Union africaine, l'Union européenne, qui dans les circonstances actuelles, va venir voter à notre place, va venir faire la campagne à notre place, va venir prendre notre destin en main. Mais il compte beaucoup. Qu'entendez-vous alors par la tempête? Mais la tempête, c'est la tempête. La guerre? Oh, mais est-ce que la tempête, c'est seulement la guerre? Dites-le nous. Lâchez le mot, Monsieur le Président. Non, non, non. Je sens que vous voulez travailler pour Ali, pour que vous allez lui dire ce que je vais faire. Non, 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 non. Non, je peux vous promettre ça. Non, non, non. Je n'ai pas l'intention, je n'aimerai jamais. Ce qu'ils cherchent, c'est de savoir ce que nous allons faire. Vous voyez, quand on leur dit, Ping va prêter serment, à 4 h du matin, ils alignent 5000 personnes. Alors que pour nous, nous n'avons pas pris une telle décision. Ils alignent 4000 personnes, et les quelques jeunes gens qui arrivent là pour manifester sont emprisonnés. Jusqu'à présent, ils sont emprisonnés. Est-ce qu'ils ont commis un acte de violence quelconque? Est-ce qu'ils ont commis un acte contraire à la loi? Lorsque nous manifestons, la manifestation, elle est dans la démocratie. C'est tout à fait normal qu'on manifeste. C'est interdit. Alors, nous allons prendre toutes les mesures. Je dis bien toutes les mesures nécessaires pour récupérer la souveraineté gabonaise et la voix du peuple. C'est-à-dire que celui qui a été élu soit installé là où il faut. Écho du Nord. Monsieur le Président, vous avez été très clair, vous n'irez pas au dialogue. Pensez-vous que votre absence va servir à discréditer ou à fragiliser le dialogue imposé par l'Ibongo? Non, mais ce sont eux qui insistent à tout prix pour que j'aille au dialogue. Ils vont voir tous nos leaders, pour leur dire de venir au dialogue. Ils les supplient de venir au dialogue. Parmi les leaders qui sont dans la coalition, qui a participé au vote avec moi, personne n'a accepté. Ils ont tous refusé. Alors, on va chercher les petits poissons. On dit, nous avons 50 sur... pratiquement, ils disent même, peut-être qu'ils vont finir par dire, nous avons 59 sur 50 partis politiques qui sont avec nous. Mais qu'ils aillent avec le menu fretin, qu'ils aillent. Nous n'avons pas de problème de ce genre. Nous n'irons pas à un tel dialogue. Je vous dis, s'il s'agit de questions claires, de restituer la souveraineté du peuple, d'accepter les résultats des urnes et de dire, organisons la transition, nous sommes prêts à prendre tous nos engagements, y compris d'agir comme Mandela. Nous allons aborder le dernier thème de cet entretien qui porte sur les perspectives sur le plan national, en ce qui concerne l'économie, le social et la politique. Bénitien, on commence d'abord par Bénitien qui a sollicité en premier. Monsieur le Président, au soir du 27 août dernier, vous avez été élu président de la République
par la somme des Gabonais. Ali Bongo est au pouvoir malheureusement. Cette crise politique pèse sur l'économie gabonaise. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs étrangers ont du mal à s'implanter au pays. Entre-temps, c'est des milliers de Gabonais, de jeunes Gabonais qui sont au chômage. Et quelles sont les précautions que vous êtes en train de prendre, les mesures que vous envisagez pour sauver la situation économique qui traverse le pays? Bon, d'abord, vous venez vous-même de le dire, aucun investisseur ne peut venir au Gabon dans les circonstances actuelles. Il voit ce qu'il voit. Le pays ne marche pas. Le pays est en ruine. Le pays est en crise. Donc aucun investisseur normal ne viendra au Gabon. Vous savez que c'est le pétrole qui constitue l'une de nos principales ressources. Vous savez que Shell a vendu, déjà a vendu ses champs onshore, c'est-à-dire à terre, n'a gardé que le gaz en mer très profond, parce que c'est l'avenir. Que Total est en train de vendre, comme Shell, de vendre. Et la plupart des compagnies pétrolières qui participaient, qui ne sont pas directement impliquées, mais qui participaient par des parts qu'ils prenaient dans les champs, vendent. Même Morel et Prom, qui semble-t-il est leur entreprise, ils vont partir. Ils vendent. Tout le monde s'en va. Alors, la situation économique est donc très grave. Il faut rétablir la stabilité du pays. Nous proposons clairement un programme. Et nous disons aux entreprises étrangères que nous sommes prêts, non pas à vous arnaquer comme ils font, à envoyer des redressements fiscaux partout. Aujourd'hui, on envoie à n'importe quelle petite entreprise gabonaise quelqu'un qui vient faire un contrôle fiscal. Et quand vous regardez, deux signatures, l'un c'est Bongo, l'autre c'est Bongo. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent même plus ce qu'Akombesi faisait avant, en envoyant des gens qui n'étaient pas censés être d'une micro-famille. C'est ça. On arnaque les entreprises. Alors, nous, dès que nous sommes là, nous leur disons, c'est écrit. Nous pensons des accords avec eux pour rétablir le climat des affaires, pour rétablir la sécurité des investisseurs. Et, vous savez, dès que nous serons là, nous demanderons à la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, de réunir une conférence des bailleurs de fonds pour qu'on nous considère comme un pays sinistré et qu'on nous vienne en aide. C'est ce que la Centrafrique a fait. Vous avez peut-être noté que la Centrafrique a eu des moyens colossaux pour subvenir à une situation, pour, comment dirais-je, régler une situation chaotique et dangereuse. Nous sommes dans la situation de la Centrafrique. Nous sommes dans la situation... Sinistré, c'est pas un peu fort? Pardon? Sinistré, c'est pas un peu fort? C'est même faible. Nous sommes dans une situation chaotique. Donc, nous ferons le nécessaire pour rétablir la crédibilité du Gabon, pour que des gens comme Bilebinze ne menacent pas de quitter l'Union européenne comme s'il avait la possibilité de le faire. Je vous dis, vous n'avez qu'à dire à ces gens, ceux qui poussent des cris d'orfraie, ceux qui vocifèrent, ceux qui menacent, chiche, qu'ils quittent l'Union européenne. S'ils ont quelque chose... pardon, excusez-moi. Que vous avez... Yves Laurent Goma. Oui, Monsieur le Président, dans ce volet, j'ai deux questions. Je pose la première. Monsieur le Président, 6 mois après l'élection d'août dernier, le président Ali Bongo est sur le fauteuil. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, peut-être 5 mois seulement, il y aura des élections législatives au Gabon. Si le président Ali Bongo est toujours là, est-ce que vous et votre coalition, vous allez lui dire, allez-y tirer votre pénalty sans nous, ou vous irez à ces élections législatives? C'est un sujet que nous sommes en train de débattre, et c'est un sujet qui fâche encore. Pourquoi?
Parce que vous savez que la population ne veut pas qu'on aille aux élections législatives. Mais les partis politiques nous disent que si nous ne partons pas aux élections législatives, nous laissons la place au PDG, qui va occuper, encore une fois, comme ce fut le cas dans le passé, qui va occuper tous les postes de l'Assemblée et voter les lois comme ils veulent. Ces deux positions ne sont pas simples. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé cette question pendant notre dialogue. Nous l'avons repoussé et que nous l'aborderons en temps utile, en temps voulu. De toute façon, vous savez que l'élection est statutaire. Donc il faut des élections. Est-ce que nous devons les organiser avec ceux qui sont là? Moi j'ai la conviction qu'ils ne seront pas là au moment où on va organiser ces élections, ils ne seront plus là. Ah, moi j'ai bien dit s'ils sont toujours là. Pardon? Ma question était s'ils sont toujours là, est-ce que vous participez ou pas? J'ai répondu, je vous ai répondu. Et s'ils ne sont plus là, évidemment c'est nous qui allons organiser les élections législatives. Deuxième question pour terminer sur ce volet. Monsieur le Président, la CAN vient de terminer. Un petit bilan de Jean Ping, qui a travaillé dans l'administration, qui connaît comment ça fonctionne et qui est devenu aujourd'hui, permettez-moi le terme, opposant. Oh, écoutez, la CAN, d'abord nous avons évité de nous prononcer, vous l'avez noté. Nous avons évité de dire quoi que ce soit concernant la CAN. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que la CAN est une fête de la CAF, la Confédération africaine, qui comprend 50 et quelques 54 États membres, et que nos querelles internes ne doivent pas prendre le pas sur cet événement. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas prononcés. Mais nous n'en pensions pas moins. Je viens de vous le dire tout à l'heure, en disant qu'il y en a qui dansent pendant que le peuple souffre. Les dépenses de la CAN, sont supérieures à toutes les dépenses cumulées de l'éducation nationale, de la santé, du logement, etc. Vous additionnez tout ça, ça n'équivaut pas à l'investissement qu'on a mis en place pour la CAN. Est-ce que vous trouvez que vraiment c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un pays qui connaît la crise qu'il connaît, où les gens sont dans la misère, où il n'y a pas de travail, où les entreprises sont à l'arrêt, et vous ne pensez qu'à danser, qu'à fêter? C'est quelque chose que les Gabonais n'acceptent pas. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu des Gabonais se réjouir de la défaite de leur propre équipe. Se réjouir de la défaite de leur propre équipe. C'est très significatif. On n'est pas d'accord avec ça. Alors, vous voyez que nous avons dépensé, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, plus de 400 milliards de francs CFA pour la CAN de 2012. 460 et quelques milliards pour la CAN de 2012. Pour cette CAN-ci, nous avons prévu de dépenser un montant similaire. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas très loin des 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA pour danser pendant que le peuple meurt. Pendant que le peuple meurt. On fait ça. Mais on n'est pas content, on n'est pas seulement content de faire ça. On continue. Anissa, etc., etc. Croyez-vous que c'est des gens équilibrés qui font ce genre de choses? Alors, nous avons vu un monsieur qui est habitué à jongler avec les comptes dans son entreprise privée, qui vient nous tenir un bilan, et qui nous dit non, 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 on n'a pas dépensé tout à fait ça, on a dépensé moins, je vous le dirai un peu plus tard. Demandez-lui que le stade de Port-Gentil de Yem ont été financés comment? Ont été financés par la Chine sur un prêt. C'est-à-dire que ces dépenses-là seront dans la dette.
Et il peut les enlever comme il veut en jonglant, comme il jongle dans les entreprises privées. Il peut jongler. Nous, le peuple, nous regardons les choses simples. Qu'il jongle, qu'il raconte tout ce qu'il va raconter, mais nous sommes déjà fixés. Il nous reste près de... Vous savez, on est allé chercher une mascotte. C'est une panthère. On est allé l'acheter, je crois, dans les souks de Canton, ou de Pékin, ou de Shanghai, et ça a coûté presque 2 milliards pour cette mascotte-là. 2 milliards. Près de 12 minutes, il nous reste. Donc, non, lui, Borrell a demandé d'abord le micro pour la question. Alors, nombreux de vos partisans aujourd'hui se retournent contre vous. Ils fustigent entre autres la lenteur dans le processus de résistance que vous prenez. Que dites-vous aux irréductibles pour tenter d'affermir leur engagement à vos côtés? Non, je crois que peut-être que vous faites la confusion entre certains, les opportunistes, ce qu'on appelle les profito-situationnistes, qui toute leur vie ont toujours fait ça. Toute leur vie, ils n'ont fait que ça. Vous les confondez avec le peuple. Le peuple, en revanche, se dit, nous n'entendons plus le président. Nous ne le voyons plus. Et est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il nous a abandonnés? C'est l'occasion de dire clairement que nous n'avons pas abandonné le peuple et que nous n'abandonnerons jamais le peuple. Nous sommes avec le peuple. Nous réagirons avec le peuple. Je viens de vous le démontrer dans tous les cas qui ont été évoqués tout à l'heure. Et je viens de vous dire également que nous allons commencer à entreprendre des sorties pour que le peuple ne se pose plus la question de savoir, je vous ai dit, où est Ping, que dit Ping, Pinga Iwe, Pinga Joya, Pinga Boulandesani, Pinga Regweni, toutes ces questions que le peuple se pose, il faut qu'on arrive à répondre. Et nous allons y répondre. Pinga Joya, on sera là. Pinga Boulandesani, on sera là. Merci, ça va être certainement la dernière. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur le volet économique. Vous venez de peindre un tableau noir en concluant qu'aucune entreprise ne viendra investir au Gabon dans cette condition où se trouve le pays. Mais nous, on constate qu'il y a certaines entreprises qui viennent quand même. Récemment, il y a une Marocaine qui vient de signer un accord d'exploitation de l'or avec le gouvernement gabonais. Vous ne pensez pas que c'est un encouragement de ce gouvernement qui fait encore venir des bailleurs de fonds? Mais bien sûr, les entreprises bien sûr, vous savez que l'or du Gabon, partout, sort du Gabon sans contrôle et va à l'étranger. Vous savez que l'orpaillage qui faisait vivre les Gabonais, à Minkeme et ailleurs, cet orpaillage est interdit aux Gabonais. Il est exploité par les gens d'Ali et suit une direction opaque. Vous avez Bakumba, qui est une mine. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'orpaillage en filon, c'est une mine souterraine qui est exploitée toujours par les Ali et ses affiliés et qui prend une direction inconnue. Nous connaissons la direction, mais je vous réponds parce que vous aussi, vous savez, tous les Gabonais savent la direction que prend l'or du Gabon. Vous prenez une richesse comme le bois. Tous les hommes politiques ont un permis forestier. Et chacun d'entre eux a son chinois pour exploiter le bois. Vous aussi? Moi, je ne suis d'abord pas de la nomenclature politique. Je peux vous assurer que je n'ai aucune entreprise forestière, ni de près, ni de loin. Ça. Si je l'avais, ce sera déjà signalé sur tous les réseaux sociaux du pouvoir. Donc, vous voyez que
que l'or prend cette direction, le bois est exploité, comme vous le savez, la forêt donc, et il en est de même de toutes les autres activités économiques du pays. Le pays est par terre. On ne travaille plus. L'éducation nationale est en grève, on ne va plus à l'université. On ne va plus. Les fonctionnaires vont au bureau pour attendre. Et bon, le pays est dans une situation de pays mort. Pas de ville morte, mais de pays mort. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Comment vont-ils faire pour rétablir ce système? Ils ne peuvent pas. L'avant-dernière question avec Monsieur Alain Mwanda. Monsieur le Président, je vais profiter, et là c'est certainement sur deux volets. Le premier, ce sera sur l'opération Mamba. L'opération Mamba qui consiste à l'assainissement des finances publiques à travers des arrestations, des gens qui auraient détourné des fonds. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Et à propos de cela, le porte-parole du gouvernement menaçait de voir le curseur venir vers les hommes de l'opposition, notamment vous et vos collaborateurs. Qu'ils viennent. Et justement, j'étais en train de... Il faut leur dire qu'ils viennent. Est-ce que vous êtes inquiété? Pourquoi voulez-vous que je sois inquiété? Parce que, vous voyez un pays comme celui-là, vous avez mis tout votre argent chez Acromessi. Même vos latanges de poche, vous l'avez confié à Acromessi. Acromessi est parti avec cet argent, il ne reviendra plus. Alors, vous devenez fou. Vous commencez à arrêter vos plus fidèles serviteurs, c'est-à-dire les Acromessi Boys. Vous arrêtez quelqu'un comme Magloire Gambia, qui était là, il y a Ali ici, il y a Ali là, il y a Ali ici, qui rampait, parce que il aurait pris de l'argent et envoyé à l'extérieur. Ok. Si cet argent revient, comme nous l'espérons tous, est-ce que le problème sera résolu avec 2 milliards ou 3 qu'il aurait amené à l'étranger? Vous prenez le cas de M. Ngoubou. Vous ne savez pas les misères que M. Ngoubou nous a faites. C'était un émergent, comment dire, enragé. Un émergent enragé. Et voilà que vous l'enlevez du gouvernement et dans le ministère, vous organisez son arrestation. On était prêt à lui mettre les menottes au poignet du ministère au moment de la passation des services. Et c'est le ministre qui est entrant qui a dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Il descend, il est venu avec la voiture du ministère et la voiture est arrêtée. Il est obligé d'aller à pied et de demander à sa femme de venir le chercher avec sa voiture. Mais c'est ça l'état de droit. Même si ce monsieur menacé méritait d'être pendu, il y a des règles. Il y a la justice, il y a ceci, il y a cela. Il faut respecter ces règles. Mais lorsque vous menacez vos partisans les plus zélés, comme Ngoubou, et Ngoubou, il y a eu une manifestation à Mayumba. Parce qu'il a essayé, lui, il a essayé de faire quelque chose à Mayumba. Donc les gens là-bas, qui étaient du PDG, manifestent maintenant contre le pouvoir. On peut multiplier les exemples comme ça sans fin. Nous sommes dirigés par une bande de voyous perdus. Perdus. Alors, revenons à vos questions. Que vous inspire aujourd'hui? Pardon? Allez-y. Non. Je dis, je trouve que quand quelqu'un a commis une erreur, même s'il mérite d'être pendu, il faut respecter les procédures d'un pays de droit. Vous voyez? Alors, M. Bilebinze qui dit ça, il va échapper à la règle. Il sera le premier, parce que nous savons ce qu'il a fait. Nous savons où il a envoyé l'argent. Nous savons les immeubles qu'il a construits ici. Non, mais vous-même allez enquêter. Il est le premier qui va être visé par cette loi qu'il divulgue ici et là, et les menaces qu'il propage ici et là. Vous croyez que ce monsieur dort vraiment tranquille? Alors allons-y. Allons-y. Écho du Nord. Monsieur le Président,
le FMI a annoncé une mission d'audit des salaires des fonctionnaires gabonais. Ne pensez-vous pas que le gouvernement va profiter de ce rapport pour décider de la baisse des salaires? Dans un tel cas, que conseillerez-vous aux fonctionnaires gabonais? Oh, je n'ai pas de conseil à donner aux fonctionnaires gabonais, ils savent, ils sont déjà en grève. Ils savent. Ils savent ce qui attend ces fonctionnaires. D'abord, les salaires, je ne suis même pas sûr qu'ils seront payés. Vous pouvez réduire les salaires, mais si vous ne payez même pas les salaires réduits, vous comprenez qu'il y a problème. Donc ces fonctionnaires savent. Et toute la fonction publique est pratiquement en grève. Ceux qui vont au bureau ne travaillent pas. Ils attendent. C'est le piège qui se resserre constamment autour de ces gens-là. On dit que l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien qui vous a permis d'aborder avec la presse nationale toutes les questions qui vous ont été posées, enchâssées dans les 3 thèmes. Il ne reste qu'à entendre votre conclusion, ou du moins dire un aspect, insister sur un aspect sur lequel vous avez peut-être omis. Bon, je crois d'abord qu'il faut que je vous remercie parce que vous avez accepté cet exercice et moi aussi. Vous m'avez posé les questions les plus difficiles, les plus délicates. Je crois que je me suis efforcé de vous répondre avec sincérité. Moi, en tout cas, je suis satisfait de l'entretien que nous venons d'avoir. Je pense que vous aussi. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il est impossible dans un pays, vous pensez que vous allez gouverner, continuer à gouverner par le fer, le sang, le feu, et que vous survivrez comme ça. Nous pensons que le nombre de morts dans les charniers découverts récemment et les autres, va avoisiner 150 morts dans les charniers, sans compter ce qu'on a déjà repéré auparavant. La vérité finira forcément par sortir. Et comment pensez-vous qu'un régime peut continuer comme ça, indéfiniment, sans même songer à faire son mea culpa? Le sang des Gabonais crie vengeance. Le sang des Gabonais crie vengeance. Ce n'est pas que nous voulons nous venger, mais nous entendons le sang des Gabonais crier vengeance. Il faut qu'ils s'apprêtent à trouver des caches bien préparées. À bon entendeur, salut. Merci, Monsieur le Président.